Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les élus de la République, Mesdames et Messieurs les grands maîtres et grandes maîtresses, dignitaires du Conseil de l'Ordre, dignitaires des juridictions du Grand Orient de France, dignitaires des obédiences amies, Monsieur le conservateur du Musée du Grand Orient de France, mes frères et mes sœurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. Nous sommes, Monsieur le Président de la République, très heureux et honorés de vous accueillir aujourd'hui parmi nous dans cet hôtel de la rue Cadet, acquis par le prince Murat au cours du XIXe siècle et aujourd'hui siège du Grand Orient de France. Vous inaugurez, et comme cela a été répété à de multiples reprises, vous êtes le premier président de la République en exercice à honorer la maçonnerie en général et le Grand Orient de France en particulier par votre présence ici, nous qui inaugurons les commémorations du tricentenaire de la maçonnerie, car l'historiographie classique, même si l'historicité peut être quelque peu contestée, retient le 24 juin 1717, quand 4 loges se seraient fédérées dans une auberge Louet-le-Grill à Londres pour donner naissance à la maçonnerie universelle, d'abord insulaire, anglaise et écossaise, avant de s'expatrier sur le continent et de s'épandre de par le monde. Cette franc-maçonnerie, à l'origine, comme il vous l'a été rappelé, était au fond une fraternité d'entraide caritative, structurée autour des agapes et de plus en plus autour d'un rituel, perméable aux idées des Lumières, et la Royal Society y fut représentée massivement dans ces quelques dizaines premières années. Cette maçonnerie qui a contribué à rassembler ceux, car c'est une société masculine à l'époque, qui s'étaient affrontés dans la société civile pour des raisons religieuses ou politiques, et qui ainsi constituera un premier creuset de pacification sociale, de réflexion philosophique et spirituelle qui allait ensuite gagner le monde entier. La France en particulier, qui devrait, dans ce XIXe siècle, lieu de combats politiques et sociaux âpres, moment de révolution, 1830, 1848, la Commune, amener cette maçonnerie française et ce Grand Orient de France en particulier à s'impliquer dans les grands débats de société, dans les grands défis républicains, démocratiques, laïques, d'éducation populaire, qui devaient le marquer à tout jamais du sceau de son implication sociale. Aujourd'hui, nous restons, nous francs-maçons, nous franc-maçonnerie, une institution tricentenaire, initiatique, en héritage de rites et de symboles qui encadrent cette sociabilité maçonnique, celle d'une éthique du dialogue, où nous laissons les passions tristes du monde à la porte du temple pour essayer de promouvoir une société généreuse, respectueuse, critique, à l'écoute de l'ère du temps, à l'écoute des problèmes de la société. Philosophique, car nous propageons encore aujourd'hui l'humanisme, celui de la perfectibilité humaine, de l'esprit critique, de la quête de liberté et d'autonomie. La République, oui, la République démocratique, la République laïque et sociale, et l'enphilanthropie, car nous croyons que la dignité humaine doit être au centre des sociétés. Cette dignité humaine qui veut que l'être humain soit une fin et non un moyen. Mais qu'est-ce au fond que cette maçonnerie, à l'heure où la religion se mêle de politique, malmenant la laïcité, faite de petits accommodements aujourd'hui et de grands reniements de demain, quand les fondamentalistes veulent abattre la République de manière sanguinaire et cruelle, quand l'obscurantisme se développe, quand des modes de sociabilité religieuse prennent le pas sur les sociabilités sécularisées de nos sociétés contemporaines,
Qu'est-ce que cette République quand l'économie devient une religion et crée de nouvelles cléricatures, amenant toujours plus d'inégalités sociales, toujours plus d'appauvrissement des hommes et des femmes? Qu'est-ce que cette République quand l'hyper-individualisme gagne, l'indifférence à autrui, déstructurant et atomisant les sociétés, laissant sur le bas-côté de la route des hommes, des femmes, des enfants, ne leur donnant plus une vie digne et décente? Qu'est-ce que cette République quand tant de populisme et de boulangisme, aujourd'hui, veulent non plus développer une République d'intégration sociale, mais une République soi-disant d'exclusion, une République d'identité? Qu'est-ce que cette République quand pourrait se lamenter le roi Lear? C'est un malheur du temps que tant de fous guident autant d'aveugles. Mais nous croyons en la République. Nous croyons en cette République que Jaurès vantait, car nous croyons que la République, c'est le seul gouvernement qui convienne à la dignité humaine, car elle seule met en jeu la raison et la responsabilité de tous. Seule aussi, par l'exercice toujours plus efficace de la volonté populaire toujours plus éclairée, par le libre mouvement des idées et par la puissante action légale, dirions-nous aujourd'hui, des républicains, elle peut assurer l'évolution pacifique des sociétés vers des formes meilleures. Oui, continuons d'écouter Jaurès. Ayons le courage, par notre méthode singulière, initiatique et par notre investissement civil, d'aller à l'idéal tout en comprenant le réel, d'aller à l'idéal d'une société juste, égalitaire, libre, solidaire, mutualiste, face à un réel complexe, mais pas inexorable, face à un réel inquiétant, mais pas irrémédiable, face aux grands défis sociaux, technologiques, scientifiques, qui sont en train de tourner une nouvelle page de l'humanité. Restons dans ces combats, restons dans cette philosophie humaniste qui permet d'éclairer cette humanité. Monsieur le Président de la République, vous qui incarnez, vous qui défendez ce bien qui nous est si cher, la République, soyez ici le bienvenu et sachez qu'ici, vous trouverez toujours les artisans et les défenseurs ardents, par leur méthode cependant singulière, initiatique, philosophique et spirituelle, les artisans et les défenseurs ardents d'une République laïque, d'une République sociale, d'une République universelle. J'ai dit, Monsieur le Président.